messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 4 juillet 2022, avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons notre tournée avec France 24, où nous lisons « Englués dans une impasse politique », inextricable, les dirigeants rivaux en Libye se trouvent dans une pression croissante de la rue avec des manifestations à travers le pays provoquées par des coupures d'électricité chroniques en pleine canicule. Vendredi 2 juillet, à Tobrouk, dans l'extrême est du pays, des manifestants ont forcé l'entrée du Parlement à l'aide d'un bulldozer avant d'y mettre le feu. Les manifestants ont crié leur colère contre l'incurie de leurs dirigeants et la détérioration des conditions de vie dans un pays pourtant doté des réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique. Les dirigeants rivaux en Libye se trouvent sous une pression croissante de la rue avec des manifestations à travers le pays provoquées par des coupures d'électricité chroniques en pleine canicule. Vendredi à Tobrouk, dans l'extrême est du pays, des manifestants ont forcé l'entrée du Parlement à l'aide d'un bulldozer avant d'y mettre le feu. Dalia Karam nous donne plus de détails. En Libye, le calme semblait être revenu à Tobrouk samedi matin après que des manifestants en colère contre le gouvernement ont pris d'assaut le siège du Parlement, saccagé ses bureaux et incendié une partie du bâtiment vendredi soir. À Tobrouk, dans l'est du pays, un jour après que des manifestants ont pris d'assaut la Chambre des représentants, les habitants condamnent fermement ce qui s'est passé dans leur ville. Il soutient ces manifestants qui sont sous le seuil de pauvreté et n'ont pas d'argent, affirmant leur droit à une vie décente. Mais il dénonce vertement la destruction des biens publics qu'il considère comme une honte pour la ville de Tobrouk. Samedi, des manifestants se sont rassemblés à Tripoli et dans plusieurs villes de l'ouest de la Libye, bloquant des routes et mettant le feu à des pneus. Les manifestants, frustrés par des années de chaos et de division, ont appelé à la destitution de la classe politique actuelle et à la tenue d'élections. Ils ont également protesté contre les conditions économiques désastreuses dans ce pays riche en pétrole, où les prix du carburant et du pain ont augmenté et où les coupures de courant sont monnaie courante. Les manifestations ont notamment eu lieu dans les quartiers de Al-Arabi, au sud-est de Tripoli et de Tajoura, à l'est, où se trouvent les deux principales sorties de la capitale. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé tous les acteurs à s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la stabilité et les a exhortés à se rassembler pour surmonter l'impasse politique persistante, a apporté le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, dans un communiqué. Des pourparlers menés sous l'égide de l'ONU ont échoué cette semaine à résoudre les divergences entre les institutions libyennes rivales. Et enchaînons notre revue de presse avec la RFI où nous lisons « Ces problèmes aux genoux l'ont empêché de débuter samedi 2 juillet un voyage apostolique en République démocratique du Congo, puis au Soudan du Sud. Mais le pape François, qui a envoyé son secrétaire d'État dans les deux pays, a tenu à enregistrer un message vidéo à destination des populations qui devaient l'accueillir. Cela pour leur assurer de ses regrets, mais aussi de sa proximité. Dans un message diffusé, le pape a exhorté les deux pays à tourner une page et à forger de nouvelles voies de réconciliation, de paix et de développement. Et enchaînons notre revue de presse avec Jeune Afrique. L'ambassadeur d'Espagne a été convoqué vendredi par le gouvernement malien après des propos du ministère espagnol des Affaires étrangères qui a dit ne pas exclure une intervention militaire de l'OTAN dans le pays, selon le chef de la diplomatie malienne. Nous avons demandé des explications, une clarification de cette position au gouvernement espagnol. Nous espérons que cela va venir assez rapidement. Le ministre doit se rappeler que la situation actuelle d'insécurité et d'expansion du terrorisme au Sahel est surtout liée à l'intervention de l'OTAN en Libye, dont nous payons encore les conséquences.
Et terminons notre revue de presse avec le quotidien Le Point. Les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se réunissent lors d'un sommet très attendu dimanche au Ghana. En effet, ils statuent sur les sanctions concernant le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, 3 pays théâtres de coups d'État. Les leaders ouest-africains qui entendent peser pour un retour rapide des civils au pouvoir vont se pencher sur les vigoureuses mesures de rétorsion commerciale et financière infligées au Mali depuis janvier et sur celles moins lourdes du Burkina Faso et de la Guinée, mais ils sont divisés entre partisans de la fermeté et avocats du compromis. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assuré hier à l'inauguration de la première phase de la première ligne de métro léger du pays à la gare d'échange Adli Mansour. Le nouveau système léger sur rail reliera la nouvelle capitale administrative aux différents gouvernorats du pays. Les détails avec Dalia Karam. La première étape du premier système léger en Égypte comprend 12 stations. À l'achèvement des 3 phases du projet, le service comportera 19 stations qui s'étendent sur une distance de 103,3 km avec la capacité d'accueillir jusqu'à 1 million de navetteurs par jour à travers 19 stations reliant plusieurs districts du pays. Chaque wagon de métro léger peut accueillir jusqu'à 300 passagers avec une capacité totale de 1300 passagers, a déclaré le ministre des Transports Kamel El-Wazir au président Abdel Fattah el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté dimanche à l'inauguration de la première phase de la première ligne du métro léger du pays à la gare d'échange à Adli Mansour. Ce nouveau système léger sur rail reliera la nouvelle capitale administrative aux différents gouvernorats du pays. La gare centrale à Adli Mansour de 1,1 million de mètres carrés, la plus grande du Moyen-Orient, comprend 7 modes de transport, à savoir la ligne de chemin de fer, le Caire-Suez, la 3e ligne du métro du Caire, le métro léger, le système de transport rapide par bus et le Superjet bus qui circulent sur 3 lignes dans tout le pays. Le ministre des Transports a déclaré que les wagons du métro léger offrent un niveau élevé de sécurité ferroviaire pour les navetteurs et disposent de services Wi-Fi et d'affichage à bord. Le métro léger est un moyen de transport collectif durable et écologique puisqu'il fonctionne à l'électricité plutôt qu'au diesel. Les 22 trains du système léger sur rail comprennent également des sièges réservés aux personnes ayant des besoins spéciaux. Toutes les stations du métro léger sont configurées de manière à faciliter l'accès et les déplacements des personnes handicapées. Le ministre a noté que chaque wagon de train comprend 7 caméras de surveillance ainsi qu'un téléphone qui peut être utilisé en cas d'urgence. En plus d'être lié à divers moyens de transport, à la station d'échange de Adli Mansour, le métro léger croisera également le monorail égyptien en construction à la station du Centre des Arts et de la Culture de la nouvelle capitale administrative ainsi que le premier chemin de fer électrique à grande vitesse d'Égypte à une station d'échange sur l'autoroute Le Caire-Sorna. Le métro léger est construit par le ministère des Transports et un consortium de 20 entreprises égyptiennes et chinoises pour la fourniture de trains et de systèmes. Le projet du métro léger est destiné à desservir de nouvelles villes, notamment Abour, Chorouk, Badr, Mustaqbal, le dit Ramadan et la nouvelle capitale administrative. Le ministre a également précisé qu'un train partira de la gare d'échange de Adli Mansour toutes les 3 à 5 minutes, notant que la durée du trajet de la gare principale à la nouvelle capitale administrative ne prendra pas plus de 45 minutes. En termes de prix des billets, le trajet de 3 arrêts sur le métro léger coûteront 15 livres égyptiennes, augmentant de 5 livres pour chaque 3 arrêts, franchis par la suite sur un trajet de 12 arrêts coûtant enfin 35 livres pour arriver à la dernière station. Le ministre a noté qu'un billet unifié sera établi pour tous les moyens de transport à la gare d'échange de Adli Mansour. Le ministère des Transports a achevé
le premier essai de modèle opératoire du projet de train électrique reliant la cité El Salem, la cité du dit Ramadan et la nouvelle capitale administrative d'une longueur de 103 km et comprend 19 stations. La première, ou plutôt les premières et deuxième phases du projet entreront en fonction dans les prochains jours et doivent s'étendre de la station de Adli Mansour jusqu'à la station de la Cité des Arts et de la Culture dans la nouvelle capitale administrative. Et le coût du projet est d'environ 2,2 milliards de dollars. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce projet. Bonjour, Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Monsieur Raouf Ghafar, bonjour. Monsieur Raouf Ghafar. Toujours en ce qui concerne ce projet, le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté la station Adli Mansour et le train électrique. Le président el-Sisi a inauguré à la grande gare centrale de Adli Mansour qui comprend différents moyens de transport en commun, dont la première phase du métro léger. Celle-ci comprend 12 stations pour un total de 22 trains. La ligne de métro léger commence par la station de Adli Mansour dans la région d'El Salem. Et retournons avec M. Raouf Ghafar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce projet. Bonjour, docteur Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, ce projet phare dans le continent africain, comment pourrait-il aider à remédier le visage de la nouvelle République modernisée? Ce genre de transport n'existe pas partout. Donc, pour penser à construire et réaliser ce train électrique, ça c'est un signe de développement. Donc, nous sommes sur la bonne voie et nous sommes en train d'arriver au niveau des pays industrialisés et développés, etc. Un projet géant, un des méga-projets, comme on dit. Cette voie ferrée électrique, premièrement, ça va dans la direction de l'énergie propre. Donc, ça réduit beaucoup d'émissions, etc., etc. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, cette ligne va lier la capitale administrative avec beaucoup d'autres villes. Entre autres, le 10 de Ramadan comme cité industrielle. Et ça va servir à transporter les ouvriers et les travailleurs d'ici à là très rapidement. Donc la vitesse va atteindre 120 km à l'heure. Et ça va transporter au-delà de 1 million de passagers par an, donc un nombre assez important. En plus, et après certainement la cité du 10 Ramadan, il y a beaucoup d'autres comme El Abour, El Sourou, etc., des satellites, villes satellites. Et puis, ça va... la station Adli Mansour, c'est une station... correspondance. Donc ça va lier les lignes de métro avec les lignes de chemin de fer et éventuellement avec la ligne TGV qui va lier la mer Rouge à Marsa Matruh. C'est-à-dire un projet colossal, un projet vital pour le futur des Égyptiens. Et comme je viens de dire, c'est un projet qui n'existe pas dans beaucoup de pays. Je pense que pour l'Afrique, c'est le premier de ce genre. Et il y a des autres projets, justement, qui vont continuer. Mais ça marque vraiment une différence sur le plan transport
en Égypte. Sur le plan économique, docteur Raouf Ghafar, quels sont les résultats que peut engendrer ce projet du train électrique, notamment sur les investissements en Égypte? En premier lieu, ça va réduire le temps d'aller d'une place à l'autre. Et nous savons bien que le temps représente de l'argent. Donc, le plus on économise le temps, le mieux et le plus le bénéfice. Donc ça, c'est en premier lieu. En second lieu, le transport des ouvriers de leur domicile, disons, à l'endroit où ils travaillent, dans disons, un transport qui est confortable, ça augmente leur productivité. Encore une fois, ça se reflète justement dans le bien des projets. Alors, tout vise vers le mieux pour les investisseurs. Ça ajoute au projet d'infrastructure, électricité, voies routières, etc., etc. Quand ces lignes vont se terminer, ça ne va pas être limité au transport des passagers, mais ça va encore transporter des marchandises. Et nous savons que les voies ferrées sont une des meilleures et disons moins marchées voies de transport. Donc, encore une fois, ça va se refléter sur le coût de transport qui va diminuer, ce qui donne encore un avantage aux investisseurs et par conséquent au développement et aux nouveaux projets. Docteur Raouf Ghafar, comment est-ce que l'Égypte peut-elle introduire son expérience, on peut dire exceptionnelle, en Afrique dans le domaine des transports afin de promouvoir ce domaine en Afrique? Et nous avons tous Il y a aussi un train reliant le Caire avec Cape Town. Oui, exactement. J'allais justement dire ça. Nous avons entendu de ce projet très, très ambitieux d'ailleurs. Et je pense que ça va inclure non seulement une autoroute de premier ordre, mais ça va inclure, à mon opinion, encore chemin de fer. Et ça, en principe, ça va rendre pas service, mais ça va être vraiment un changement drastique sur le plan intégration africaine, sur le plan transport et liaison entre l'Afrique et l'Europe d'un côté, et puis l'Égypte, à mon opinion, en exécutant ce genre de méga-projet, il y a une expérience qui s'accumule là-dedans. Et puis une ingénierie et du know-how qui encore augmente. Donc on peut utiliser ce genre d'expérience et pour établir des mêmes projets dans des autres pays africains pour lier le continent, les pays les uns avec les autres, pour justement dans la voie d'intégration du continent africain. Espérons prochainement. Augmenter le commerce, intercommerce entre les différents pays et l'exportation des produits africains envers les marchés extérieurs et vice-versa. Nous vous remercions infiniment, Dr Raouf Ghafar, expert en économie, pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique, mais la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Merci pour votre fidélité à NITV International et restez avec nous. Bonne journée.